Bonjour, qui êtes-vous? C'est qui Bien Urbain? Alors Bien Urbain, c'est une agence qui a vu le jour en 2016 avec deux cofondateurs, Nicolas Seb et moi-même, Jérôme Stablon. Elle a vu le jour après la victoire de Europan sur le site de Rouen-Saint-Sauveur. Et puis elle a été renforcée progressivement, notamment en 2019 avec l'arrivée d'un nouvel associé qui s'appelle Guillaume Cantargéant et qui nous a rejoints. Et puis événement important pour nous, en 2020, nous avons eu le prix des AJAP, décerné par le ministère de la Culture. Et ça nous a bien sûr énormément honorés. Et Bien Urbain, c'est aussi quelque part l'expression d'une approche qui est la nôtre, à la fois à l'échelle urbaine et l'échelle architecturale. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et également une forme, alors peut-être de courtoisie dans l'approche, ou en tout cas d'être attentif à l'ensemble des intervenants dans le projet. Ça nous paraît important, du maître d'ouvrage aux utilisateurs, jusqu'à l'entreprise, tous les gens qui interviennent. Et quelque part, c'est notre manière d'être bien urbain dans notre pratique professionnelle. Pouvez-vous nous dire où nous sommes actuellement? Quelle est l'histoire de ce site et comment intervenez-vous ici? Alors, on est ici dans un très beau bâtiment qui a été construit dans les années 50 par l'architecte André Lecomte pour la Poste, qui accueille donc un très grand bureau de poste et des logements destinés aux postiers dans lesquels nous sommes aujourd'hui et qui sont en pleine restructuration. C'est un projet que nous faisons pour la RIVP, qui sont transformés en logements sociaux. Un projet qu'on développe avec nos co-traitants ingénieurs de Pasio Ingénierie. Et le chantier, je le dis parce que c'est important de citer tout le monde, c'est aussi ça, c'est l'entreprise OSB, qui est une entreprise générale. Et ce chantier de transformation de logements, on rénove entièrement les typologies, on a aussi un gros travail environnemental sur les performances énergétiques du bâtiment et un aspect que l'on développera peut-être un peu plus, mais de réemploi des matériaux. C'est-à-dire que c'est une restructuration lourde qui permet de déployer tout un tas de choses qui vont dans le sens de ce qu'il nous paraît être important de faire aujourd'hui. Alors justement, vous travaillez sur des notions de patrimoine. Quelles compétences particulières faut-il avoir? Et une formation d'architecte du patrimoine est-elle nécessaire pour atteindre ce type de projet? Alors, concrètement et réglementairement, il y a des bâtiments classés pour lesquels effectivement une formation spécifique est nécessaire et même obligatoire. Ensuite, l'attention au patrimoine et la sensibilité au patrimoine, selon nous, elle n'est pas réservée à des spécialistes, et bien au contraire, elle doit être partagée très largement et effectivement, c'est un aspect important de notre activité. C'est un aspect qui, la rénovation va se développer, probablement devra se développer pour des raisons écologiques, là aussi peut-être qu'on y reviendra. Donc il n'y a pas besoin d'être spécialiste absolu, il le faut quand on est sur du patrimoine extrêmement précieux et classé, mais il y a des patrimoines moins nobles qui nécessitent qu'on s'y intéresse aussi, et qui nécessitent une attention, un professionnalisme, une attention aux détails, mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et je pense qu'on est un certain nombre de confrères à avoir cette approche qui est importante. En tant que jeune architecte, il est très souvent difficile d'obtenir une première référence. Quelle a été votre première commande et quel a été le début de votre parcours? Alors je dirais que la première chose assez fondamentale, c'est qu'avec Nicolas, on s'est connus par le travail. Notre association est issue d'une connaissance en agence, comme ça peut se faire d'ailleurs, mais voilà, en tout cas c'est par cette approche-là que l'on s'est connus. Et la seconde chose peut-être un peu caractéristique de la création de l'agence, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu de commande de particulier, donc on s'est tout de suite attaqué à la commande publique, qui est également un domaine dans lequel je dirais on évoluait en tant que salarié, donc c'est un peu la continuité de cela. Et bien évidemment, on a beaucoup candidaté, on a beaucoup travaillé à trouver du travail. Et ça, c'est quand même un des éléments les plus difficiles dans notre métier, probablement. Et ensuite, une des premières commandes, c'est finalement là où on est aujourd'hui. C'est un bailleur social, la RVP, qui a cette culture-là de donner la chance un peu aux jeunes agences. Donc c'est une offre auquel on a répondu. Et ensuite, s'en est suivi un projet. Et un projet, maintenant un chantier. Donc voilà, c'est un parcours aussi fait de chance et d'inattendu qu'il faut savoir d'une certaine manière saisir à chaque fois à notre échelle, quoi. Vous intervenez dans l'existant. Faut-il voir les bâtiments comme des ressources naturelles de demain? Alors très clairement oui.
vraiment. Ça nous paraît être une évidence, parce qu'après tout, et puis il n'y a pas de raison que le bâtiment soit finalement le seul secteur où on ne fasse pas de recyclage, où à chaque fois on met tous nos matériaux et puis on les oublie. L'enjeu, c'est évidemment de faire de cette ressource ou de ces ressources des réserves, hein, qu'on puisse utiliser, qu'on puisse les exploiter. C'est quelque chose qu'on cherche à faire ici, dans ce chantier. On le fait de plus en plus. On a maintenant des confrères et des collègues et des co-traitants qui sont spécialisés dans le réemploi, et c'est très intéressant parce qu'évidemment, l'enjeu, ça va être de concrètement comment on récupère des choses, on les dépose, on les conserve, on les réutilise. On fait en sorte que tout le monde accepte, tout le monde joue le jeu, du maître d'ouvrage, qui sont assez moteurs, jusqu'à l'entreprise, qui va le faire concrètement. Donc ça, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que la réponse à la question, elle est pour nous évidente, mais la subtilité, c'est comment on arrive à le faire. Est-ce qu'on est capable peut-être même d'aller jusqu'à accepter de construire un petit peu différemment? Peut-être qu'un produit un peu moins performant. Parce qu'un produit qui sort d'un laminoir ou d'une usine, il est impeccable, il a toutes les normes. Un produit qu'on a d'abord déconstruit et remonté, ce sera un peu plus compliqué. Mais c'est l'avenir, de toute façon. On a un tel gisement qu'on ne peut pas s'en passer. Et puis écologiquement, ça paraît être une évidence. Comment anticiper et gérez-vous la complexité des chantiers en réhabilitation dans des milieux urbains denses comme à Paris? C'est une question auquel on se confronte au quotidien, parce que pour le coup c'est une partie de notre cœur de métier, et pas d'ailleurs uniquement qu'à Paris. Peut-être pour y répondre, on pourrait y répondre sur deux grands champs de l'activité du quotidien, qui est d'abord en études, avec une attention très particulière portée au diagnostic, encore plus lorsqu'on parle de réemploi, où le diagnostic pour le coup est poussé quasiment à l'extrême, où on va venir justement évaluer le bon état de certains matériaux à réutiliser. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, dans les projets eux-mêmes, dans leur développement, à travers, nous on s'y attache beaucoup, une forme de linéarité dans l'exercice, et de ne pas tout changer par principe, mais au contraire d'essayer d'aboutir des choses pour arriver à des dessins techniques et des descriptifs très aboutis. Et puis la seconde phase majeure, qui est celle du chantier, bien évidemment, avec ce que font tous les architectes, un suivi très régulier du chantier. Et puis, je dirais une forme d'équilibre un peu subtil à trouver entre exigences issues de tous nos travaux précédents, et puis une forme d'écoute aussi vis-à-vis de l'entreprise qui malgré tout ont quand même beaucoup à nous apprendre. Donc voilà, c'est cet équilibre pas toujours facile à réussir. Avec peut-être une attention au fait de ne pas être écrasé par la contrainte. C'est-à-dire que parfois, effectivement, le site occupé, les contraintes, ça peut être un peu écrasant, ça peut faire peur, et de réussir à conserver le bon niveau d'ambition malgré ces contraintes. C'est-à-dire que la réalité s'impose à nous pour plein de choses, mais on est dans le projet d'architecture, on est là pour améliorer, pour créer, rénover, améliorer des bâtiments, leur fonctionnement, dessiner un projet d'architecture, donc trouver l'équilibre entre ces contraintes et notre métier, notre intervention et sa qualité. Alors, vous n'êtes pas que maîtrise d'œuvre et vous cherchez à protéger le patrimoine par des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, alors c'est effectivement un aspect important de notre activité et qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'on intervient, c'est essentiellement pour le coup sur du patrimoine, dans des missions d'AMO, de diagnostic et de valorisation, même de programmation de bâtiments qui peuvent être des bâtiments historiques remarquables. On intervient aussi, et ça nous tient très à cœur, même si c'est beaucoup plus éloigné de la maîtrise d'œuvre, on intervient en expertise architecturale et technique sur des immeubles insalubres. Donc là, on a un apport dans les procédures pour concrètement sortir les gens de là. Donc nous, notre apport, il est essentiellement technique et architectural, puisque c'est de l'expertise, mais c'est quelque chose qui aide les gens, qui est important à nos yeux et qui permet de diversifier notre champ d'activité. Et par ailleurs, ça nous apporte aussi, pour le coup, un savoir-faire en rénovation qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que plus on fait le diagnostic, plus on est confronté à des immeubles existants, plus on arrive à sentir les choses et à les maîtriser. Oui, parce que même si effectivement la finalité n'est pas de construire un projet, malgré tout, chaque lieu que l'on visite est différent. C'est aussi ce qui fait le côté savoureux de la réhabilitation de manière générale, c'est qu'il y a toujours des découvertes. Donc c'est vrai que ça c'est important. Et je voulais aussi compléter ce que disait Nicolas
en disant qu'on défend presque un peu ça, notamment à travers des interventions qu'on peut faire en HMO, ou choses comme ça, où on essaie de défendre le côté, il y a de la place pour les architectes dans des domaines qui ne sont pas nécessairement de prime abord évoqués comme des vrais domaines purs d'architecture, voilà, mais c'est un vrai truc et on peut faire de l'architecture dans ce cas-là un peu sans dessin d'une certaine manière. C'est ça qui est intéressant. Mais il y a une vraie place, c'est-à-dire qu'on est légitime et utile, à mon avis, dans ce genre de rôle, vraiment. Alors enfin, quels conseils donner aux étudiants en architecture et aux jeunes architectes également? Alors moi je me considère comme encore relativement jeune, donc c'est toujours difficile de donner des conseils aux jeunes quand on est jeune. Moi je dirais une chose, c'est peut-être de cultiver cette forme de professionnalisme qui doit être incarné dans notre profession. Et puis c'est pas parce qu'on sort de l'école qu'on a fini de se former. Donc je pense que c'est très important de continuer justement à... Alors on apprend au quotidien bien évidemment, mais c'est pas exactement la même chose que de retourner en classe, retourner dans des formations spécifiques. On parlait de la récupération, du réemploi, enfin il y a toute une boîte de Pandore là, qui est en train de s'ouvrir du point de vue de la réhabilitation. Il y a encore énormément de choses à apprendre. Donc voilà, moi je conseillerais, si je pouvais me le permettre, de continuer à se former, de continuer à apprendre au quotidien, mais à travers des structures vraiment implantées et sérieuses, quoi. Et de mon côté, moi j'aurais tendance à dire, intéressez-vous à beaucoup de choses, mais aussi, pas uniquement, l'architecture bien sûr, moi j'aurais tendance à conseiller de s'intéresser à beaucoup de choses, et peut-être au-delà de ce dont on parle en école d'architecture, l'architecture et son histoire, l'art et son histoire, la philosophie, la sociologie qui sont des choses qu'on aborde, mais aussi le milieu professionnel, le secteur économique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses, c'est pas sale. Et c'est la réalité auquel on est confronté, et si on veut construire des bâtiments, et si on veut construire de bons bâtiments, on va le faire avec des gens, et en particulier des entrepreneurs qui ont une façon de voir qu'il serait bon de ne pas découvrir trop tard, et en tout cas de commencer à s'y intéresser, comprendre les mécaniques, peut-être les limites, parce que forcément on n'est pas toujours d'accord, mais ça c'est quelque chose qui me paraît intéressant, c'est-à-dire ouvrir son spectre d'intérêt de ce qui est le cœur de notre métier, à ce qui nous intéresse de façon assez classique, et aussi ce qui va être le cœur de notre intervention pendant tout le long de notre vie professionnelle.